Merci beaucoup de cette invitation. C'est un honneur évidemment de faire une conférence dans le cadre de cet institut très ancien et très renommé, qui est l'Institut national genevois. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? J'ai l'intention de travailler sur la thématique de l'État social avec vous en vous introduisant sur les dynamiques de sa transformation. Les dynamiques de sa transformation du point de vue de ce qui sont les constellations différenciées qui ont amené à la création et surtout à la transformation plus actuelle de cette structure étatique. Je vais faire donc une petite introduction, parler ensuite sur la tendance lourde de nos jours qui est la production systématique de la précarité, vous expliquer pourquoi il y a une transformation en cours d'une logique assurantielle à une logique de droits individuels, comment c'est en phase quelque part, ça c'est le travail du sociologue avec des transformations de société, des transformations économiques et des transformations politiques, évidemment. Et je vais essayer de terminer avec une perspective peut-être plus normative et qui pourra aussi être évidemment discutée sur ce que pourrait être une constellation d'état social dans une situation d'un public toujours plus différencié. Peut-être deux mots sur qu'est-ce que c'est l'état social tout de même et tout de suite une espèce de problématisation de sa logique de fonctionnement. On a différentes histoires de l'état social, il n'y a pas seulement une histoire, hein, c'est clair. Donc si on dit état social, il faut savoir de quel pays, de quel territoire on parle en Europe. Il y a par exemple le modèle anglo-saxon, libéral quelque part, qui est né par des droites pauvres. Donc le but était qu'on ait une société civilisée dans laquelle on ne doit pas faire mourir les gens. Donc la logique de l'État était un État social minimaliste et de garantie de survie. Garantie de survie à ce moment-là relativement totale. Donc on a une chance d'exister dans ces pays, une chance d'existence qui permet après, voilà, un parcours de vie, un parcours de s'en sortir, un parcours dont l'État n'est plus responsable. Il y a le modèle qu'on appelle bismarckien de l'État social, qui est toute une autre logique. Bismarck, et c'est un préjugé qu'on a souvent sur l'État social, que c'est les socialistes qui voulaient l'État social. Non, l'État social continental, en général, il est introduit pour lutter contre les socialistes. Donc c'est exactement l'autre logique. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'il a fait, Bismarck? Quelle était sa logique d'instauration? Ce n'était pas de répondre aux besoins des plus démunis, pas du tout. Il a commencé avec des assurances sociales pour les gens qui étaient plus près de l'État, c'est-à-dire les serveurs de l'État, les serviteurs de l'État. Donc autour de l'État, on a commencé à construire l'assurance sociale. Pourquoi? Parce qu'on voulait les lier, les gens, à l'État. On voulait qu'ils soient solidaires avec la politique bismarckienne. On voulait les acheter. Les socialistes ne se sont pas calmés par ce type d'achat et donc Bismarck a étendu pièce par pièce, et en fait, de lieux plus conservateurs au moins conservateurs pour affaiblir le Parti socialiste, le Parti social-démocrate, les assurances sociales. Le deuxième groupe, c'était les paysans qui ont profité des assurances sociales et ensuite c'est allé dans l'industrie. Donc seulement au troisième moment, et ça a créé quelque part une logique réformiste chez les socialistes, a sorti la radicalité de la gauche dans le contraste total à l'État qui restait le bras prolongé du capitalisme, évidemment, pour calmer les choses. Il y a une troisième voie qui est encore plus intéressante. C'est la voie des pays scandinaves, très pauvres, quand ils ont commencé à discuter de l'État social, avec une structuration tout à fait différente du continent. Dans les pays nordiques, les gens étaient tous pauvres et on avait une espèce de noblesse. Mais entre les deux, il n'y avait pas de bourgeoisie, il n'y avait pas des catégories, comme c'était le cas dans le continent. Et du coup, la situation était une masse de pauvres, prolétariat industriel, prolétariat de la campagne, dépendants quelque part,
qui ont facilement réussi à changer la situation du pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé dans ces pays? Ils se sont dit, on est tous pauvres, hein? On veut tous devenir plus riches, être mieux dans cette société. Donc ils ont créé un État social à une redistribution vers le haut, maximaliste. Angleterre, minimaliste, Suède, Norvège, Finlande, maximaliste. C'était simplement parce que tous, la large majorité de la population, étaient dans la même situation. Ils se sont dit, ça doit nous servir pour améliorer nos conditions de vie. Donc des constellations complètement différentes du point de vue de besoins qui ont été formulés à l'égard de l'État. Vous le savez bien que ces États se sont transformés. La grande période de croissance des États sociaux était les années de l'après-guerre, 45-70. Tous les États ont augmenté leur partie de redistribution vers la population. La Suisse, le moins. Ça, c'est intéressant, le modèle suisse, dans ce cadre-là, on peut en discuter, je trouve ça intéressant. La Suisse, le moins. Mais néanmoins, elle avait des compensatoires dans l'économie d'un manque d'État social qui était en Suisse. Ces 30 glorieuses, comme on appelle cette période de croissance forte de l'État social, de croissance forte de la gestion de l'économie par l'État. Moi, je me suis toujours demandé comment on peut parler de pays communistes, planificateurs de l'économie, en regardant à l'Est. Ce qui se faisait en Europe, c'est exactement la même chose. La planification de l'économie pendant 30 ans, sans aucun problème. Ils étaient tous dans la même situation de planification, le plus dans les pays nordiques, de nouveau, le moins, de nouveau, dans les pays anglo-saxons. Ce qui a changé à partir des années 70, c'est que l'État social n'avait plus d'essence, n'avait plus l'argent qui entrait. La forte crise économique des années 70 a transformé la marge de manœuvre d'un État qui redistribuait parce que l'économie avait de l'argent, pompait de l'argent dans l'État, qui travaillait d'ailleurs aussi pour l'économie. Et depuis lors, beaucoup de choses sont arrivées. De ces choses-là, j'aimerais aussi vous parler évidemment aujourd'hui. Tout d'abord, quel est le constat? Donc on commence par aujourd'hui, on va retourner dans l'histoire, on va revenir à aujourd'hui. La situation aujourd'hui se présente par un ébranlement de la sécurité sociale, le cœur de l'État social. En quoi ça s'exprime? Dans une déstabilisation des horizons temporels. La planification à long terme n'est plus possible. Je vous expliquerai pourquoi. Ça se montre aussi dans une déstabilisation du modèle uniforme de citoyenneté. Tout le monde est au même niveau. C'était le modèle des années de l'après-guerre. Aujourd'hui, tout le monde est différent. C'est très problématique pour un État social et pour la sécurité sociale de faire quelque chose si chacun a des autres besoins, a une autre situation, d'une certaine manière. Et enfin, le plus grand changement, le plus important changement, c'est la maîtrise du territoire de l'État social. Il y a une déstabilisation de ce qui est la gouvernance territoriale au niveau national depuis désormais presque 20 ans. Ça signifie quoi? Que l'État-nation, l'État social, n'a plus la main mise sur les ressources économiques de son propre pays. Il doit agir dans un décalage sur son territoire et sur ses ressources dans son territoire qui s'orientent d'une manière déterritorialisée au niveau global. Très difficile comme État social de travailler si on ne peut plus demander des impôts à des gens parce qu'ils disent « je pars ». Très facile. Hein? Les conséquences sociétales, et là on est surtout sur le constat, je vais tout de suite expliquer d'où ça vient tout ça. On a les inégalités croissantes dans tous les pays occidentaux et même au niveau mondial, des inégalités croissantes depuis, je dirais, de nouveau 30 ans. Donc jusqu'au milieu des années 70, c'est une société qui s'égalisait. Il y avait beaucoup de pauvreté, évidemment, une société dans laquelle les plus riches perdaient, les plus pauvres augmentaient de leur salaire. Depuis les années 80, ce qu'on appelle les Gini Index, la relation entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, augmente, la distance augmente. Alors on est dans une société où il y a beaucoup de riches, mais aussi beaucoup de pauvreté.
Du point de vue mondial, il faut le dire, c'est important de le savoir, il n'y a pas plus de pauvreté. Hein. Les gens aujourd'hui sont plus riches, les plus pauvres du monde sont plus riches qu'il y a 30 ans. Mais ce qui est différent est que les plus riches sont beaucoup, beaucoup plus riches qu'il y a 30 ans. Donc ça, c'est la transformation radicale de nos sociétés. Il y a toujours plus de pauvres qui survivent, mais il y a toujours plus de riches. Mais dans une société aussi, deuxième constat, des conséquences de cette transformation où il y a une perte de sécurité. C'est Tchernobyl, l'événement, quelque part, qui nous a complètement déstabilisés dans ce qui est le futur, qui nous a mis dans une situation de se dire la Terre est au risque. Ce n'était pas seulement Tchernobyl, c'était tout le débat sur les armements nucléaires, évidemment, où les gens savaient qu'il y avait un risque de fin du monde. Mais depuis quelques années, 86, c'était Tchernobyl, c'est dans la conscience mondiale qu'il y a un risque quelque part de vie et de survie. On parle tous les jours de catastrophes écologiques. On est tous ici, un jour ou l'autre, devant la banale constatation que peut-être demain, ça n'existera plus. Nos enfants n'auront pas un monde qui existera. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence si on entre dans la tête des gens sur une logique où le temps n'est plus infini et la survie n'est plus garantie? On commence à se dire, je vais faire des vacances, un peu plus, je vais dépenser plus mon argent, je vais plus m'occuper de moi-même, je vais quand même vivre bien ces années qui restent à vivre, je vais être plus égoïste. Et ce type d'attitude est effectivement relié à cette situation de perte de sécurité. Et je reviendrai aussi. Enfin, troisième tendance, dans cette société, il y a une augmentation des situations de précarité aussi depuis 30 ans. Ça signifie quoi? Le modèle familial, par exemple, qui s'est détruit. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de familles monoparentales. Il y a beaucoup plus de situations de marginalité liées à la consommation de la drogue. Il y a beaucoup plus de situations de marginalité liées à des problèmes psychiques. Pourquoi aujourd'hui les gens vont si mal? C'est la question. Donc j'essaierai de donner une réponse. Mais tout d'abord, on reste sur le constat. On commence avec les utopies quelque part. Le cœur de l'État social, qui est la sécurité sociale, celle de la redistribution, celle que vous payez tous les jours par vos salaires et par vos impôts surtout, eh bien, elle touche toujours moins de gens. Il y a toujours plus de gens qui ne sont plus dans ce jeu, parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils sont à l'aide sociale, parce qu'ils sont quelque part itinérants dans le monde des migrants, des clandestins. Donc, un premier constat, que cette sécurité sociale a un public qu'elle est en train de perdre. Vous savez, vous avez entendu souvent parler de la classe moyenne qui se trouve dans une situation de sandwich. C'est exactement ça. L'État social était fait, la sécurité sociale, pour reproduire la classe moyenne. Plutôt bien, plutôt moins bien, mais c'était des gens qui avaient un poste sûr, une situation de travail sûre, etc. Bien, la classe moyenne est en train de se réduire, c'est ce que j'avais dit avant. Il y a toujours plus de grands pauvres et toujours plus de grands riches. Mais c'est la classe moyenne qui tient en pied l'État social et qui reçoit toujours moins parce qu'on doit s'occuper des pauvres. Depuis une trentaine d'années déjà, donc les années 80, les mesures de l'État social se sont transformées en direction de politiques à l'égard des marges de la société. Alors ça, c'est assez intéressant comme développement. Donc il y a toujours plus de gens précaires, une classe moyenne voilà, qui ne reçoit plus rien, ou toujours moins, d'un côté, et de l'autre côté, l'État qui se dit « Ok, je ne peux pas donner à quelqu'un qui est déjà bien, qui a un bon salaire, encore de l'argent, mais je dois aller vers les plus pauvres. » C'est une tendance, de nouveau, très lourde dans tous les pays occidentaux, et aussi mondialement parlant, que ces marges, même au Japon, voilà, que ces marges sont en train d'augmenter. Le problème est que les gens vivent cette situation comme un redimensionnement de l'État social. Margaret Thatcher, en 1979, au gouvernement de l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle dit? On va réduire l'État social. Alors même pas Maggie Thatcher a réussi, même pas la Lady de Fer. Toutes les dépenses de l'État social, depuis 30 ans, sont augmentantes.
Et comment ça se fait que les gens ont l'impression d'avoir toujours moins d'argent s'il y a toujours plus qui est donné? Ouais, c'est ça. Et ça crée, oui, et ça crée chez les gens qui sont du côté de ceux qui payent l'État, la classe moyenne. Ça crée un sentiment qu'en donnant de l'argent, on ne reçoit plus rien. Je vous rappelle, l'État social était fait parce qu'on voulait que les gens se calment, parce que les gens soient légitimes, parce que les gens soient plus riches. C'est ça le but de l'État social. Et là, du coup, ces gens qui tiennent ce projet de l'État social dans les mains, eh bien, ils reçoivent toujours moins. Ils disent démantèlement, démantèlement, démantèlement. Mais il n'y a pas de démantèlement. Il y a une croissance énorme de l'État social qui se montre surtout dans l'augmentation des gens qui reçoivent des subsides de l'État social. Ça, c'est la tendance, même dans les pays qui ont déclaré une politique de lutte contre les dépenses sociales, il y a une diminution, et il y a une augmentation. La Suisse, c'est la plus intéressante, parce que nous, on avait un taux, si vous voulez, de redistribution en Suisse à la fin des années 70 de 14%. Donc, 14% de notre produit national brut allait dans la redistribution. Aujourd'hui, en Suisse, on est au-dessus de la moyenne européenne, 38%. 38% de tout ce qui entre dans l'État, de tout ce qui est produit en termes de financement de l'État, ce n'est pas le produit national brut, c'est le budget de l'État, excusez-moi, je suis trompé, car 38% retournent aux gens, retournent dans des programmes de redistribution. Alors qu'est-ce qui se passait en Suisse? Vraiment très vite. On a introduit l'assurance chômage en 77, on a introduit le deuxième pilier en 82, on a introduit la LAMAL en 96. Donc le grand développement de l'État social suisse arrive quand les gens sont en train de redimensionner ou de tenter de redimensionner ce qui est l'État social. Alors imaginez-vous, de nouveau en Suisse, encore plus fortement s'est vécu cette situation bizarre qu'il y a toujours moins d'argent chez ceux qui payent pour l'État social. Et là, du coup, on doit se demander, est-ce qu'on est dans le bon système? Vous voyez là un petit schéma, peut-être vous le voyez, du fonctionnement de l'État social aujourd'hui. Au centre, il y a la sécurité sociale. Ensuite, si elle ne suffit pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des assurances privées. Voilà, et si ça ne suffit non plus, il y a l'aide sociale. Donc ça, c'est la logique. Mais ce qui est intéressant, cette partie aide sociale occupe aujourd'hui beaucoup plus l'État qu'avant. Ça devient toujours plus important. Et c'est là où Martino Rossi et Elena Sartori se sont dit, mais peut-être qu'on est dans le mauvais film. La sécurité sociale au centre, donner de l'argent à des gens qui ont de l'argent, c'est peut-être pas vraiment le juste jeu qu'on doit faire. Et il propose ce modèle à l'envers. Mettre au centre la survie, on retourne à l'idée de Thomas Paine, de l'État anglaise, garantir la survie aux gens, et puis ceux qui arrivent après, un peu de sécurité sociale pour ceux qui ont l'argent, et surtout après le privé pour ceux qui en ont encore plus. Cette idée, cette proposition a quelque chose d'intéressant. C'est un modèle utopique, quelque part, dont on doit parler. Un modèle qui a été proposé par Philippe van Parijs, d'abord, d'une allocation universelle. Se disait quoi? Le besoin des gens aujourd'hui dans cette société est vivre et survivre. Ils souffrent tous de l'angoisse alimentaire. Comment je fais demain à donner à manger à mes enfants? Comment je fais dans un mois si je perds mon job à survivre, non? Et toujours plus d'argent est mis dans cette partie de l'État social. C'est ce que je venais de dire avant. C'est là qu'il y a le grand développement. Prestations complémentaires pour les gens qui sont à la retraite, par exemple, c'est typiquement un de ces éléments-là. Et la provocation de Philippe van Parijs, c'est de dire, eh bien, on donne quasiment un salaire de survie à tout le monde, à partir duquel, s'il fait de l'argent, il peut s'assurer, il peut faire plein d'autres choses, mais s'il n'a pas le talent, s'il n'a pas l'envie, eh bien, il n'a plus d'angoisse. Et l'hypothèse ontologique, quelque part l'hypothèse anthropologique humaine, est que si quelqu'un n'a pas d'angoisse, c'est une personne bien. Il ne va pas faire du mal à des autres, parce qu'il est content. Il survit et il vit. Philippe van Parijs propose ceci comme réponse quelque part à cette fin de l'utopie social-démocrate où tout le monde est quelque part dans la classe moyenne.
ce que les syndicats faisaient, défendre le travail, que tout le monde doit avoir du travail. Or, les syndicats sont aujourd'hui dans une situation assez problématique parce que s'ils défendent les gens qui ont du travail, ils ne défendent pas les gens qui sont mal. Ils ne sont pas le juste public. Le syndicat n'est pas capable de défendre les chômeurs. C'est plus des clients intéressants, les chômeurs. Il n'est pas capable de défendre les toxicos, il n'est pas capable de défendre les familles monoparentales, etc., etc. Donc, ce serait une réponse, quelque part, sociale à cette crise d'aujourd'hui. C'est aussi une réponse à un certain déséquilibre qu'on est en train de vivre entre la force de l'économie, cette indépendance de l'économie. Moi, j'ai appelé ça une fois une out-out de l'économie, c'est-à-dire elle peut faire du chantage à l'État aujourd'hui. Et la faiblesse de gouverner de l'État social. Une réponse dans le sens que si les gens ont la garantie de survie, ils sont plus dépendants de l'économie. Ils peuvent commencer à négocier quand ils travaillent. Ils peuvent se dire, OK, si je ne prends pas ce job pour 6 francs à l'heure, plongeur, job de clandestin, bien j'ai quand même quelque chose de survie. Donc je peux demander un peu plus d'argent. Donc c'est de renforcer de nouveau le consommateur et le travailleur, les gens qui sont employés. Mais OK, on arrête de parler des utopies, on retourne à l'analyse. La réalité politique, pour l'instant, marche complètement différemment. C'est complètement bloqué, cette idée de garantir la survie aux gens. Mais il y a des lentes transformations dans cette direction. Et ça, c'est l'étonnement. L'étonnement de quelqu'un qui regarde banalement les chiffres de la redistribution. On a des bourses pour des étudiants, on a les prestations complémentaires pour les gens qui sont à la retraite, s'ils ont trop peu d'argent, on a de l'argent pour les chômeurs, on a des argent pour les gens qui sont à l'invalidité. Donc on fait quelque part le même travail, on donne à chacun selon sa situation problématique un petit subside, la caisse maladie, j'ai oublié, les redistributions pour ceux qui ne peuvent pas payer la caisse maladie, on donne un peu d'argent pour qu'il se retient en vie. On crée une bureaucratie fantastique qui doit chaque fois gérer 1000 situations. La vérification si quelqu'un a le droit à une pension à invalidité. Vous avez vu ça dans les débats, on a voté sur ces questions. C'est une bureaucratie énorme qui s'est créée avec des contrôleurs. Il y avait les titres, 14 000 pensions trouvées qui n'étaient pas correctement attribuées. Et c'est un succès. Pour les trouver, a été dépensé beaucoup d'argent. Il y avait des vérifications, des centaines et des centaines, des milliers de dossiers. Sur les 300 000 personnes qui reçoivent cette invalidité, c'était un travail humiliant, difficile, humiliant pour les personnes, difficile pour les enquêteurs de police. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme État social? Donc on a beaucoup d'éléments, si vous voulez, qui travaillent sur une espèce de redistribution continuelle vers les marges d'un côté et de l'autre côté sur un appareillage de contrôle de ces gens s'ils ont vraiment droit. Si tu reçois de l'argent aujourd'hui, tu dois montrer que tu le mérites. Ça va très loin, jusqu'à des programmes de workfare où pour l'argent que vous recevez, c'est le RMCAS à Genève, vous devez faire une contre-prestation, de faire quelque chose pour mériter cet argent. Sinon, vous n'avez pas le droit. Alors, ce qui est dans cette proposition, dont j'arrête maintenant de parler, c'est de dire on veut des gens qui arrêtent d'avoir des angoisses dans leur vie, qui arrêtent de vivre dans cette situation terrifiante que de toute manière on les met. Parce qu'on a cette redistribution très forte. Bien. Les trois tendances, et maintenant je vais commencer à expliquer, qui nous ont amenés dans cette situation un peu bizarre, sont les suivantes. Tout d'abord, cette modèle fordiste, donc de l'après-guerre, des 30 glorieuses, qui avait une vision d'uniformité des citoyens, eh bien, elle s'est complètement transformée dans une logique d'une société différenciée, flexibilisée. La deuxième caractéristique, je vais les expliciter tout de suite, la société qui se pluralise, qui s'individualise, qui devient complètement anarchique dans les communautés qui la composent.
Et ensuite, troisième tendance, qui me semble particulièrement importante, c'est l'accélération, la différenciation et la globalisation des flux migratoires. Donc parlons de ces différents éléments. Tout d'abord, ce flexibilisme, cette transformation du modèle économique fordiste en transformation de modèle de production flexibiliste. Alors d'où ça vient? Je vais essayer de faire très vite, ça sera peut-être trop vite, on peut retourner. Le fordisme était un consensus entre le politique et l'économie et la société pour le bien-être de toute la société. Okay? Tout le monde travaillait ensemble. On faisait tous pour que les gens étaient contents. Si vous étiez dans une entreprise et vous restiez dans une entreprise, pendant quelques années, vous recevez un cadeau. Merci de rester fidèle à notre entreprise. C'était le Vreneli, en Suisse. La monnaie, la petite monnaie d'or. Les 20 francs et les 10 francs. Les 10 francs étaient après 10 ans. Ça, c'était vraiment le non plus ultra. On faisait tous pour garder les gens. Le modèle fordiste était social. En Suisse en particulier, les entreprises, comparées au reste d'Europe, étaient des petits États sociaux. Le Crédit Suisse, par exemple, ou l'UBS, par exemple, ils avaient des piscines pour leurs collaborateurs, ils avaient des lieux de divertissement, ils faisaient des excursions ensemble avec les collaborateurs, ils les traitaient comme des rois. Et ils étaient fiers et loyaux à l'égard de l'entreprise. Ça, c'était le fordisme. Ce modèle était basé sur l'idée que toi, tu es en même temps employé, consommateur et participant politique à notre société qui doit devenir toujours mieux. Ce modèle avait l'idée que tout le monde a le droit d'avoir tout. La piscine, le petit jardin, le petit appartement, etc. Tout le monde dans le même pied d'égalité. Okay, la piscine était de l'entreprise et le petit jardin était de la ville, mais tout le monde avait accès à ces biens de classe moyenne. Les gens et la planification de l'État étaient faites sur le modèle de l'uniformité. Donc, vous avez le droit à un appartement, si vous avez un enfant, de 68 mètres carrés. Si vous avez 2 enfants, 76 mètres carrés. Et toute la ville était construite comme ça, avec ces 2 orientations. Tout était pensé en termes de croissance d'ailleurs. Donc on faisait beaucoup trop de lits d'hôpital. C'était une explosion de lits. On pouvait mettre toute la population au même jour au lit, à l'hôpital. Donc tout était fait dans l'idée de croissance. À Zurich, en 1969, on prévoyait que la ville, qui comptait 330 000 habitants à ce moment-là, aurait eu 1 million d'habitants en 2000. Elle a toujours 336 000 habitants. Complètement fou, les planifications. Et l'idée, évidemment, la ville va vers le haut. Les gratte-ciels sont construits, en France encore pire, tous ces périurbains, ces zones périurbains avec les grands ensembles d'habitations. Alors pourquoi ça ne marche plus? Il y a 3 motifs. On ne sait pas lequel est le plus important, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Premièrement, la production fordiste était industrielle, était basée sur certains produits, les produits blancs et la voiture. À la fin des années 60, début des années 70, tout le monde avait un frigidaire, une voiture, une télévision, une machine à laver. C'était difficile avec le même modèle de vendre aux gens une deuxième machine à laver, une deuxième frigidaire, une deuxième voiture, une deuxième télévision. Ça marchait dans certains cas, mais ça n'allait plus. Donc le modèle de production est entré dans une crise d'un cycle économique. Deuxième motivation, que pour moi est la plus importante, les jeunes de l'après-guerre, en 68, se disent « on en a marre de ce modèle uniformisant, je veux m'en sortir de ce modèle ». Alors pourquoi ça arrive qu'en 68 ? Parce que tous les gens de l'après-guerre, leur seul besoin était avoir à manger, être bien, avoir une télé, avoir la calme. Ils venaient de sortir de la guerre, ils n'avaient aucune envie d'avoir des manifestations, de protestations. Mettez-vous d'accord, l'important est qu'on soit bien. Et le thème de l'obésité était traité d'une manière différente. Plus gros était le ventre, mieux on était. Alors les jeunes 68ards sont exactement ceux qui n'ont pas vécu la guerre, qui se disent du coup,
Mais c'est quoi cette idée? On nous lave le cerveau. Il n'y a que de la publicité des partis. Ils disent tous la même chose. Plus de croissance, plus de croissance, plus de la croissance. On nous met tous dans les mêmes appartements. Toutes les voitures à la même couleur. C'est la société orwellienne. Ils étaient blancs, les voitures. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent ici des voitures. La Fiat 500 blanc. Voilà. C'est ça. C'était beau à voir, esthétiquement parlant, mais c'était quand même très uniformisant, très difficile pour les gens. Mais les gens étaient contents, hein. C'était un modèle qui plaisait aux gens. Mais aux jeunes, ça ne plaisait plus. Ils sortent de une critique fondamentale. Ils disent, OK, ce paternalisme d'État qu'on est en train de vivre, cet État social qui nous uniforme, il est en train de nous tuer. Il y a des livres très importants qui sortent. Herbert Marcuse écrit « L'homme unidimensionnel », en disant c'est la fin de l'humain, parce que tout le monde pense la même chose, on n'existe plus. Alors évidemment, ça a une relation avec la capacité d'innovation de l'économie, il faut le dire tout de suite. Donc 68, c'est une réaction. Réaction qui commence à mettre de la couleur sur les voitures, commence à dire les femmes doivent se libérer de ce paternalisme, et il commence à dire que la liberté sexuelle est importante, commence à faire toutes ces jolies choses qui nous caractérisent aujourd'hui. 68, c'est une révolution culturelle qui a aussi une conséquence économique, dont je reviens tout de suite, qui est le flexible. Et troisième caractéristique, très vite, ces gens qui sont dans les rues, eh bien, l'État ne sait pas quoi faire avec eux. D'abord, il envoie la police, hein, puis il y a les grands émeutes, il y a les problèmes, puis il y a les mouvements sociaux. On parle d'ingouvernabilité. Dans les années 70, il y a crise économique, crise sociale et crise politique en même temps. C'est un hasard historique, mais grave hasard historique, pour la gestion de notre société. Et à sa place sort un modèle qui vient de ces jeunes 68ards. Weber dirait, non, comme l'éthique protestante a créé le capitalisme, c'est l'éthique New Age, l'éthique de l'individualisation qui crée la nouvelle économie. Et c'est là, dans ces garage enterprise, garage firms, où Steve Jobs fait son premier ordinateur. Il est dans un garage. Et la même chose pour Bill Gates, ils sont dans des garages. Et qu'est-ce qu'est leur attitude? Je travaille 3 mois, puis je fais du fric, hein, et puis je fais 3 mois de vacances. Ce n'est pas du tout l'éthique du protestantisme, non plus l'éthique du fordisme qu'on a là. Tout était réglo. Là, du coup, on flexibilise la production. Et c'est Lazare, ça marche. Le modèle économique flexibilisé qui naît aux États-Unis comme un modèle complètement déstructuré, je travaille jusqu'à 5 heures du matin, je me lève à 2 heures de l'après-midi, je retourne au boulot, eh bien, il marche. C'est innovant. Il y a tous les jours une innovation. On a l'impression que c'est la fin des cycles économiques parce que chaque jour, il y a une entreprise qui meurt et une autre qui se crée, ou même 2 autres qui se créent. Donc du coup, c'est une explosion d'innovation depuis les années 80 qui vient de ce modèle flexibiliste. Et du coup, comme chez Weber, le protestantisme et l'éthique protestante dans l'économie est imposée aux catholiques dans les années 70. L'éthique du New Age, l'éthique individualisante, est imposée à tout le monde. Du coup, ce n'est pas toi qui décides d'aller travailler à 9 heures, mais on te dit, toi, tu dois arriver au boulot entre 7 heures et 10 heures. Temps de travail flexibilisé. Et ça va très loin. Tu viens travailler seulement quand je t'appelle. C'est le plus flexible qu'on peut s'imaginer. Et du coup, tu ne travailles pas bien, je te licencie. Le flexibilisme est un modèle dans lequel la responsabilité de l'entreprise est uniquement économique et non plus sociale. Est uniquement orientée à l'innovation et non plus à la stabilisation sociale d'une société. Du coup, le modèle flexibiliste nous impose d'être flexibles dans nos valeurs, dans la manière de penser, dans la manière de produire. C'est très innovant, évidemment. Mais du coup, après 5 ans, il n'y a plus le Vreneli, il n'y a plus la petite monnaie. On commence à dire, tu es le dinosaure dans l'entreprise. En Suisse, actuellement, on change de job chaque 5 ans. Mais ça signifie, avec tous les employés dans le public, que dans le privé, c'est encore plus grand le tournus. Les gens changent tout le temps de job. Et on est mauvais si on est trop lent dans le même travail. Même dans le public, on est mauvais aujourd'hui.
Vous ne serez pas surpris de savoir que le producteur plus important de cas d'assurance invalidité, c'est le secteur public aujourd'hui. C'est la seule manière de se libérer des gens et de le faire mal dans le secteur public. Donc même là, il y a une espèce de flexibilisation qui entre et qui fait partie de cette nouvelle condition économique qui rend la précarité la normalité, le changement de job la normalité, le changement de lieu de travail la normalité. C'est 5 ans changement de job, mais c'est aussi 5 ans le temps qu'en Suisse on reste en moyenne dans le même appartement, dans la même habitation. Alors vous devez vous imaginer une société calme, tous au même moment, au même lieu, dans les mêmes situations, dans le même bistrot, dans le même moment de changement de turnus dans l'entreprise. Bien, cette société commence à tourner dans toutes les directions. C'est notre société qui produit, du point de vue économique, cette flexibilité. Richardson parle de l'homme flexible. C'est assez intéressant comme terme parce qu'il montre quelque part qu'il y a une espèce de nouvelle race là qui naît d'une personne qui ne sait plus quelles sont les valeurs à transmettre à ses enfants, quelles sont les valeurs à s'orienter, qui est capable d'être manager à la Shell, c'est un exemple vrai. Non, excusez-moi, il commence différemment. Manager à Greenpeace, et de changer de job et aller travailler pour Shell, contre lequel tu as lutté tout le temps. Parce que l'entreprise te demande la flexibilité en termes de valeur. Et nos étudiants qu'on forme, on a fait une petite enquête sur l'économie genevoise. Qu'est-ce que nous demande l'économie genevoise? Ne lui apprenez rien. Je ne veux surtout pas quelqu'un qui connaît Marx dans mon entreprise. Hein? Arrêtez de parler de Marx dans votre cours. On veut des gens qui sont flexibles, qui s'adaptent vite, qui ne posent pas trop de problèmes. On leur demande quelque chose, ils analysent la situation et ils travaillent. Donc l'homme flexible. C'est une production de précarité, d'insécurité qui vient de l'économie. Ce n'est pas la fin du travail, comme disait Gortz à un certain moment, mais c'est la fin du travail à vie. C'est la mobilité qui naît. Deuxième tendance, pluralisme. Et là, je vais plus vite parce que j'ai déjà dit des choses. Donc, depuis 1968, la société est dans une tendance lourde de pluralisation. Ça signifie quoi? Qu'il y a toujours plus de gens qui se reconnaissent uniquement par un travail avec eux-mêmes, devant leur miroir et avec le test sur l'autre, si on reconnaît le même qu'on veut être. On cherche d'être différent aujourd'hui. Jusqu'aux années 60, 70, on voulait être la même chose. L'autre avait une belle télé, je veux aussi avoir la belle télé, puis c'est OK. Hein? La belle voiture, on nettoie la voiture le dimanche, tout le même comportement. À partir de là, crise de l'uniformisation de la société, chacun doit être différent. Les gens, quand ils cherchent un job, ils mettent dans leur CV les hobbies. Dans mon temps libre, je fais un sport extrême, je vais dans la montagne. Dans mon temps libre, je fais de la cuisine chinoise. Dans les CV professionnels, vous trouvez ça. Je reçois tout le temps. Et je trouve ça très rigolo, ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on veut être différent de l'autre. Et ça devient du coup important pour l'entreprise dans le choix. Ah, il est vraiment différent, ce gars. Et différent signifie innovation. Un autre regard sur la chose. Donc on va utiliser cette personne nouvelle, différente, et quand on a pris toutes ces idées, OK, on va la changer. Ces gens, pour exister dans leurs différences, ils ne peuvent pas banalement aller à l'église, au syndicat. Les institutions anciennes d'organisation des gens. Parce qu'à l'église, on est tous la même chose. Au syndicat, on est tous des ouvriers. Hein. C'est pas cool. Qu'est-ce que tu es, un ouvrier, non? La question identitaire. Hein. La question identitaire qui sort. Les gens cherchent des groupes qui pensent la même chose. Donc, tous ces anciennes instances de communautarisation qui tiennent ensemble la société se dissoluent lentement, se recomposent d'une manière un peu différente. Si je pense aux protestants, par exemple, en Suisse, il y a une augmentation de ce qu'on peut appeler des sectes protestants. Ils sont très préoccupés, l'Église protestante, à cause de ça. Donc, ce n'est pas qu'ils sortent de l'Église, mais ils créent des choses très bizarres. Des sectes protestantes qui disent que lire Harry Potter, c'est du diable. OK, essayez d'expliquer ça aux enfants, c'est pas évident.
Mais il y a des autres communautés. Il y a la communauté de ceux qui font ensemble la cuisine chinoise. Il y a ceux qui font ensemble un sport japonais spécifique, je ne sais pas quoi, taekwondo. Et c'est ça qui devient élément identitaire. Et c'est ça que j'appelle une communautarisation anarchique, parce que chaque jour se créent de nouvelles communautés dans lesquelles ces gens qui veulent être différents vont dire « Ok, là je vais tester si je peux me renforcer dans ces différences ». Et ça affaiblit les réseaux de soutien traditionnels. C'est un affaiblissement du syndicat, c'est un affaiblissement de l'Église qui est un acteur social extrêmement important, le syndicat évidemment aussi. Les familles aussi s'affaiblissent. Les familles qui étaient dans le fordisme, quelque chose de très fort, parce que tout le monde dépendait du mec qui travaillait, okay? De l'homme qui travaillait. C'était la femme à la maison avait les droits déduits. Les enfants, tout était organisé sur la logique stabilité. Alors là, on dit, on change tout à partir des années 70, et les familles aussi changent. Première fois dans l'histoire en Suisse que le nombre de familles recomposées est plus grand que le nombre de familles non recomposées. Je ne dis pas normal, pas normal, mais c'est quelque chose d'important. Et on peut plus vraiment ça devient compliqué. Ok, les enfants sont intéressants qui naissent dans ces constellations parce qu'ils sont flexibles jusqu'au fond, à 12 ans déjà. Donc les filets de secours, Église, syndicats, familles, sont en difficulté et se créent des mondes de l'abandon. Ce n'est pas les familles recomposées qui sont les mondes d'abandon, mais tous ceux qui ne se recomposent pas, tous ceux qui restent différenciés, mais dans la marginalité. C'est du coup, on a des problèmes de jeunes adultes qui demandent de l'argent à l'aide sociale à 18 ans. C'est en augmentation, on a 22 000 cas en Suisse, quelque chose comme ça. L'année dernière, je ne sais pas les chiffres actuellement, de jeunes de 18 à 20 ans qui demandent de l'aide sociale. Et à l'aide sociale, on ne sait pas quoi faire. Mais non, c'est très peu, c'est très peu. Non, je dis simplement ces situations de marge sont augmentantes. Et les personnes âgées, même chose, beaucoup de situations, pas de problèmes financiers, mais de solitude, de difficulté d'exister dans ce monde où ton fils habite à New York, ta fille habite à Zurich et toi tu es à Genève. Elle te voit 2 fois par année, elle t'appelle peut-être 1 fois par semaine. C'est difficile dans cette solitude de vivre. Des ghettos aussi qui naissent, les gens se remettent ensemble, ceux qui sont affaiblis, pour avoir des lieux de calme, de stabilisation identitaire. C'est une question des migrants. Dans les années 60, c'était très simple pour les migrants. On leur disait, wow, tu deviens comme nous, Suisse, moi je suis italien, non, mais tu deviens comme nous, tu te naturalises, c'est d'ailleurs un terme absolument fantastique, naturaliser, comme si la nature était être suisse, et c'était dénaturé de ne pas être suisse. Tu t'assimiles, tout ce que tu veux, et puis c'est ok, tu fais partie de nous. Aujourd'hui, les nouveaux migrants, ils ne savent pas à quoi s'adapter. Ils regardent la société suisse et puis ils regardent qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ils disent, est-ce que je dois devenir comme ce groupe de hip-hop suisse? Est-ce que je dois devenir comme ces gens qui font de la cuisine chinoise? C'est ça la cuisine suisse, la cuisine chinoise, non? Donc du coup, il n'y a pas de modèle d'orientation et ils se communautarisent. Ils se disent, ok, moi au moins ce que je suis, je sais plus ou moins. Et ce qui est dehors, c'est déstabilisant. Donc une société qui éclate en miettes. Pas de gens isolés, aussi, mais pas seulement, mais de beaucoup de communautés différenciées. La migration, c'est plus simple, la troisième tendance. Donc aussi, là, le changement est 89, le grave changement, avec l'accélération, la différenciation, la globalisation des flux migratoires. Ce qui est intéressant, qu'il y a une augmentation des flux migratoires de personnes d'autres qualifications, l'homme flexible dans le monde entier, qui a une sécurité sociale que l'entreprise lui ramène avec lui, donc il n'a pas besoin de l'État social, il a une sécurité privée. Mais ce qui est intéressant, qu'il y a aussi une augmentation des migrations fortement précarisées. Nos anciens migrants étaient tous, le jour qu'ils entraient dans ce pays, avec un permis de travail, ils avaient tout de suite accès, je ne dirais pas tout, mais après quelques années quand même, à toute la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a les riches, plus ou moins égales, s'ils ont cette sécurité sociale, et on a les pauvres précarisés, requérants d'asile, clandestins, qui sont dans la nature, plus ou moins dans la nature. Alors l'État social, avec un public comme ça, c'est difficile de agir sur celui-ci, et c'est surtout que c'est difficile
à penser le modèle de stabilité qui est encore là de l'État social dans ce monde extrêmement différencié. La migration fortement précarisée, la migration clandestine, c'est la voie d'entrée numéro 1 en Europe. Imaginez-vous, c'est la population augmentant, c'est la migration clandestine. On a toujours plus de gens qui sont complètement au dehors de ces schémas de l'État social traditionnel. On doit faire quelque chose. Dans les villes, on fait quelque chose. Mais il faut agir d'une autre manière à l'égard de ces gens. C'est donc, du coup, une question d'inclusion de ces citoyens, qui sont quand même des citoyens de ce monde, dans le système de santé, dans le système de sécurité sociale, qui se pose quotidiennement et toujours plus en Europe et aussi en Suisse. Alors si ces trois tendances sont très fortes en soi, elles fonctionnent en interdépendance. Sur le White Protestant Mail, l'exemple de Castle sur New York et la domestique dominicaine, qui sont les exemples extrêmes de ce changement. La domestique dominicaine, si vous êtes dominicaine à New York, les chances d'être dans une situation extrêmement précaire sont très grandes. Si vous êtes blanc et protestant et homme, c'est exactement l'envers. Se cumule l'économie flexibilisée, la migration clandestine et une situation de déresponsabilisation de la société ou d'acteurs importants de la société qui la tiennent ensemble. Naissent un ensemble de difficultés liées à des racismes, à des discriminations qui augmentent. L'État social, on l'oublie, est ethnicisé dans les années 60, même avant déjà, dans certains pays. Qu'est-ce que ça signifie? Que moi, je paye pour mon État social, non? Et donc, c'est mon État social suisse, mon État social suédois, auquel je ne veux pas donner l'accès à quelqu'un qui n'a pas payé. Donc, il a comme une dimension nationale, cet État social, qui fait que travailler à l'égard de ces groupes, faire des interventions à l'égard de ces groupes, devient extrêmement difficile. Il a une ethnie, cet État. Il y a donc plein de trous noirs dans notre société, plein de niches de vie et de survie, une complète nouvelle situation d'action à l'égard de ces besoins qui sont les besoins croissants. Il y a le besoin d'exister, de stabiliser l'identité, indicateur augmentation de problèmes psychiques d'un côté, et il y a de l'autre côté cette recherche d'une place dans cette société, d'être reconnu dans cette société. Quelles sont les transformations qui sont donc en cours pour répondre à ceci? On est certainement dans une situation de fin de l'État social de type fordiste qui était maximalisant, toujours plus pour les gens qui vont bien. Ça, c'est un problème avec lequel on doit travailler. La sécurité sociale se transforme aujourd'hui vers une idée de couverture minimale, sans parler d'allocation universelle. Ils le font, ils doivent le faire. Tu ne peux pas laisser mourir des gens. Tu dois avoir des couvertures. Le chômage, typiquement, est transformé dans une situation de précarité, dans une situation d'une personne assistée. L'Angleterre était le premier pays qui a dit, quand tu es au chômage, tu reçois exactement ce que tu recevrais si tu as l'aide sociale. Donc un banquier au chômage reçoit l'aide sociale en Angleterre. Ce qui est intéressant, si vous voulez, est que toutes les mesures qu'on connaît aujourd'hui de l'État social, de la sécurité sociale, sont en train de diminuer dans le poids pour le distribuer dans une logique plus de sauvegarde de situations de précarité. Dans la santé, par exemple, la tendance est la responsabilisation privée, donc le catalogue de base qui diminue. En Angleterre, de nouveau, cas le plus extrême, vous n'allez plus au service de santé national si vous avez un pépin. Vous allez chez les privés immédiatement. Seulement encore les pauvres y vont. Et en Suisse, on discute, l'initiative UDC, vous la voterez d'ailleurs, sur cette diminution du catalogue de prestations de la santé. La retraite, aussi là, tous les pays occidentaux sont en train de minimiser, même la Suède a diminué un tout petit peu, la partie de retraite redistributive et d'augmenter la partie privée, caisse pension, troisième pilier. Donc, toute la tendance va dans la direction
que j'avais décrit avant. L'aide sociale, évidemment, il y a ce retour de la charité et de la logique de punition. Le nouveau questionnement dans ce contexte est le minimum social et plus le maximum social. Ça, c'est la tendance lourde qu'on a en Europe. Alors, est-ce que c'est dramatique, hein? Il faut quelque part se dire, le problème dramatique qu'on a aujourd'hui est que les gens, d'une certaine manière, ne réalisent pas encore, ceux qui nous dirigent, les politiciens, qu'on est dans un autre jeu, qu'on n'est plus dans l'ancien jeu. Et qu'on pourrait s'imaginer ce changement dans une logique aussi d'une chance, d'une réforme. Quand le standard maximum est privatisé, quand l'État commence à s'occuper, en fait, toujours plus des précaires, quand la lutte de classe n'existe plus, mais on est devant des destins différenciés qui ont plus d'orientation de classe. Il y a une lutte de place, de travail, comme dit de Gaulle-Jacques, mais plus une lutte de classe. Les nouveaux acteurs démocratiques, c'est plus ces anciens acteurs syndicaux. On a les consommateurs, on a des nouveaux acteurs qui se mettent en place quelque part pour dire qu'il faut faire attention dans tous ces jeux de libéralisme. Et là, c'est l'hypothèse forte qui plairait aux historiens peut-être, qu'on est devant un nouveau libéralisme. Et que ce nouveau libéralisme signifie rien d'autre que probablement cette histoire d'état social fort qu'on a connue pendant 30 ans, orientée à la classe moyenne, eh bien c'est une parenthèse hasardeuse de l'histoire. Et on se retrouve quelque part, et ça c'est assez intéressant pour les sociologues d'ailleurs, dans une situation comme au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, quand le libéralisme était très fort. Et c'est intéressant parce que, pour les sociologues, parce que les anciens auteurs qui ont écrit au XIXe siècle, comme Durkheim et comme Weber, sont redécouverts aujourd'hui. Comme si la société qu'ils décrivaient à ce moment-là a beaucoup de parallèles avec la société dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Crise de 29 financier, c'est un bon exemple évidemment de parallèle entre ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est une hypothèse évidemment. L'Europe, et je commence à conclure lentement, pour ne pas vous fatiguer trop, la tendance est quelque part dans ce qu'on pourrait appeler une américanisation de l'Europe. Pourquoi j'ai appelé ça américanisation de l'Europe? Parce qu'aux États-Unis, la migration, et aussi en Australie et Nouvelle-Zélande, la migration qui a créé ces États était une migration très individualiste déjà. C'était des gens qui fuyaient l'Europe parce qu'ils appartenaient à une secte, typiquement un groupe qui était pas bien vu, et qui cherche une chance de construire quelque chose dans la liberté individualisée, très familialiste d'abord comme modèle, évidemment. Et que ce modèle de croissance avec peu d'État social, qui est le modèle des États-Unis, eh bien, il avait aussi une logique d'entrer à un certain moment des méritants, des gens qui méritaient, ou des gens qui gagnent au concours la Green Card, ça existait aussi, donc les high skilled d'aujourd'hui, d'un côté, et de l'autre côté, voilà, très fortement, une entrée parallèle, clandestine, vers les États-Unis. Donc on est dans une constellation assez intéressante, assez similaire. Moi j'ai mis une post-interrogation, parce que là je retourne maintenant sur mes perspectives quelque part, parce que je me suis dit que cette leçon de l'État social, de ce modèle de redistribution qu'on a créé en Europe, qui est très européen, très continental, pourrait nous permettre de s'imaginer une société où on ne se déresponsabilise pas, mais qu'on intègre le modèle de cette transformation dans les politiques sociales de demain. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être lire la société et les individus qui la composent selon les possibilités, les compétences qu'ils ont. Ouvrir une société qui est peut-être en lutte permanente contre la marginalité, mais une marginalité qui est vue comme un passage. Une société dans laquelle on ouvre les portes d'ascension à des positions meilleures dans la société, à tous les gens qui veulent les prendre. C'est Amartya Sen qui a développé cette idée des capabilities, comme il appelait ça, des capacités, comme c'est traduit en français, pour l'Inde.
Or, le modèle était très simple. Il disait on doit abattre les castes. En Europe, ça signifierait les discriminations entre les gens, parce qu'il y en a beaucoup. En Suisse, il y a beaucoup de discriminations, surtout à l'égard des étrangers. Évidemment, c'est très difficile de faire une ascension sociale aussi en pays. Donc, on doit abattre les castes en Inde, première chose. Et puis, aux gens qui ont de l'esprit entrepreneurial, on doit donner de l'argent, un tout petit peu, des crédits, les fameux microcrédits. Avec cet argent, ils peuvent faire des petits pas dans leur vie pour augmenter leur situation, ceux qui ont envie d'investir dans leur situation. Actuellement, c'est élu en Europe, partout. On travaille sur la logique d'ouvrir la société, de l'américaniser quelque part, de rendre le rêve américain en Europe quelque chose de possible, qu'on peut avoir une ascension sociale. Mais ça signifie travailler sur plein de fronts de discrimination et de racisme, par exemple, plein de fronts aussi sur la vie elle-même des gens qui ne gagnent pas un jour un poste et puis ils y sont pour toute leur vie, mais qui doivent toute leur vie se former, le lifelong learning, comme on dit aujourd'hui. Ça commence par les lieux d'accueil pour les sans-abri. Voilà, première chance, ok, cette nuit tu peux survivre, demain on va voir, et ça va jusqu'à cette idée d'une société en continuelle formation. Là, on est très loin de ce qui est le modèle de stabilisation des classes, quelque part, de l'ancien État social. C'est un modèle dans lequel on passe d'une idée d'égalité utopique, tous dans la classe moyenne, à un système d'égalité des chances d'ascension sociale. Des chances et des risques, évidemment, qui vont avec. Ça, c'est déstabilisant pour la classe moyenne, évidemment, de dire, OK, on est dans une société où les meilleurs peuvent avancer, mais c'est peut-être une alternative entre ce que la Suède, d'un côté, encore un fort État social, et les États-Unis, de l'autre côté, proposent. C'est-à-dire un modèle qui est condamnant la misère, qui moralise la marginalité, États-Unis d'un côté, et de l'autre côté, un système qui est en train de se fermer complètement, la Suède, très nationaliste dans l'État social, quelque part. Ce serait un modèle intermédiaire d'une société ouverte, et j'arrive à mon dernier slide. Ce serait un modèle donc de citoyenneté différenciée, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire où on accepte que des gens sont dans des situations de précarité différenciées, mais on donne à ces gens, selon les situations, des chances d'accéder à des autres positions, par une garantie de survie matérielle, par une politique des chances égales, par une politique de citoyenneté pour les gens aussi qui n'ont pas de citoyenneté, les clandestins, dans le milieu urbain en particulier. Ça démontrait une capacité de mise en cause des anciens schémas, ça c'est clair, qu'on avait jusque maintenant. Une critique des valeurs fondamentales de notre société, quelque part en caste, organisée en caste, et le passage à une société libérale qui est démocratique jusqu'au fond, c'est-à-dire chacun doit avoir les mêmes chances. Si je regarde le plan Delors, je vais terminer sur ça, le fameux livre blanc qui est sorti au début des années 90, en 92 si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il disait? On va créer un grand État social européen. Ça, c'est notre but. Grande sécurité sociale pour tout le monde. Eh bien, en Europe, plus personne parle de cet État social européen aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est dans l'agenda européen? D'introduire dans tous les pays des lois contre les discriminations. D'introduire dans tous les pays des services pour les gens plus démunis. Et je me suis retrouvé, voilà, en analysant la Roumanie, avec un paradoxe total, un pays très pauvre. L'Union européenne vient dans ce pays et impose pour entrer dans l'Union européenne un certain nombre de règles. Non-discrimination des gens, services pour les requérants d'asile, accès à la santé pour les clandestins. Alors, c'est ça le nouveau État social? Si c'est ça le nouveau État social, c'est clair qu'on doit faire un grand travail avec nos préjugés sur l'ancien État social et surtout avec nos fondements en valeurs qui le tient encore en vie, même s'il sert toujours moins. Merci. C'est vraiment une conférence qui nous remue les méninges, hein, parce que effectivement, les possibilités d'avenir
sont quand même assez hypothéqués par toute une série de débats de société. Alors je crois qu'on va ouvrir tout de suite le débat. Qui veut poser des questions? Bonsoir. Juste une question. Un État social ne peut vraiment exister que, je dirais, que tant que les gens qui le composent soient honnêtes. Parce que tout le monde connaît, je pense, des rentiers haïs qui ne méritent pas l'haï, des chômeurs qui ne sont pas les chômeurs, des tirs au flanc qui ne sont pas tirs au flanc, ou dans la société privée ou dans le public. Et cette question de répartition, de donner à tout le monde et aux clandestins qui viennent, et là je pense qu'aussi, il y a toujours la règle des 20%, 80%. 20% font 80% des déprédations, comme les banquiers, madame dit, je dirais il y a 20% des banquiers qui touchent 80% du salaire, mais il y a 80% qui touchent que 20%. Et là, il y en a peut-être des pauvres aussi. Donc je vais répondre brièvement sur la question de l'honnêteté de l'État et de la participation à l'État social. Moi, je trouve que c'est un point très important. Mais je le tournerai dans une autre direction. Je ne pense pas que c'est un problème de l'État, l'honnêteté. C'est un problème de société. Donc on l'a quelque part beaucoup plus au fond, le problème. Oui. On a beaucoup plus au fond. Il y a une étude extrêmement intéressante qui est datée, mais qui a été refaite après en plein d'autres endroits, mais qui montré une nouvelle manière de lire la société. C'est une étude de Robert Putnam, qui s'appelle Making Democracy Work. Comment faire marcher la démocratie. Et il a fait une étude en Italie. Il a comparé la région de la Campania, donc la région autour de Naples, avec la région autour de Bologne, Emilia-Romagna. Ok, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'en Naples, il y a peu d'associations, peu de bénévolat, peu d'activisme politique tout court, et qu'il y a un système où chacun pense un peu à soi. Et pour être plus précis, il pense un peu à sa famille, système familialiste. En Emilia-Romagna, beaucoup d'associations, beaucoup de participation politique, beaucoup de relations entre les gens, et ça crée comme résultat, cette différence, une économie plus forte en Emilia-Romagna et une économie plus faible en Naples, un système politique plus honnête en Emilia-Romagna, un système politique corrompu à Naples. Alors c'est quoi le mécanisme? Le mécanisme qu'il met en évidence est que les liens entre les gens qui se construisent de bas vers le haut, surtout par l'action civique dans la société, que ce soit bénévolat, etc., eh bien c'est ça qui crée des liens aussi entre les politiciens, l'économie et les gens, et qui fait une attitude, qui crée cette attitude de honnêteté par normalité. Le politicien ne va pas voler de l'argent à quelqu'un duquel tu étais président encore le jour avant, dans l'association où tu faisais partie, où tu ne vas pas prendre de l'argent au prêtre qui avait fait la bénédiction à ta fille, à tes enfants, à ton mariage. Ces relations intenses d'une société, les liens sociaux, comme disent les sociologues forts, sont la base d'une société qui se fait moins du mal, où il y a plus d'honnêteté. Alors, si cette analyse est juste, donc le capital social, comme il appelle ça, c'est un indicateur d'un comportement honnête, eh bien on est dans une situation un peu problématique, parce que l'économie se déresponsabilise. Votre chef, vous le voyez moins ou moins, parce qu'il est peut-être aux États-Unis, ou peut-être il est en Asie, peut-être il n'est pas dans le pays. Donc l'économie a créé une distance que typiquement fait que le capital social n'est plus créé, même pas dans l'entreprise. L'exemple de la Volkswagen qui a été étudié est très beau. Il y avait les turnus jusqu'aux années 70 à la Volkswagen, puis ils les ont abandonnés lentement, et aujourd'hui il n'y a plus de turnus. Turnus signifiait que tu arrivais, tu avais le turnus de 8 heures, puis il y avait le changement de groupe, puis il y avait le turnus encore de 8 heures, changement de groupe, 8 heures. Donc 3 turnus par jour, et chaque fois qu'un groupe terminait, ils se retrouvaient tous à la cantine. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la cantine? Ils buvaient des bières, ils discutaient, ils organisaient le week-end, ils faisaient. Parce qu'ils étaient dans le même turnus, donc ils pouvaient faire des choses ensemble après. Eh bien, aujourd'hui, vous allez à la Volkswagen, à la cantine, elle est vide. Parce qu'il n'y a plus de turnus.
Les gens viennent travailler sur appel quand il y a plus de production. Ils viennent travailler selon des situations flexibilisées. Ils travaillent dans des îles, comme on les appelle, c'est-à-dire seulement 3-4 personnes qui se connaissent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, tout d'abord, donc, l'économie fait que les gens se parlent moins, qu'il y a beaucoup plus lutte de place que lutte de classe. Donc, les gens sont en concurrence permanente. Moi, je vois ça arriver toujours les derniers mois de la fin de l'année des étudiants qui finissent. Ils étaient tous des bons amis. Les derniers mois avant qu'ils finissent leur bachelor, eh bien, ils commencent à être des concurrents parce qu'ils sont sur les mêmes jobs. Ils cherchent les mêmes positions dans l'économie. Du coup, les amis commencent à se faire du peur. C'est problématique, hein? Toutes les associations des étudiants sont en crise aujourd'hui. C'est très bizarre. Donc, je vois ce phénomène d'une déstabilisation très fortement. L'autre, la communautarisation anarchique, ce que je décris quelque part, c'est ce fait qu'il y a beaucoup d'associations encore aujourd'hui, oui, mais ils sont tous très très faibles, très particuliers. Donc leur production est très difficile de capital social. Ils en font, mais des micro-liens sociaux. Alors, si moi, comme politicien, je veux être élu à Genève, je dois aller dans les associations. Il y a 30 ans, c'était fait avec un tour de 2-3 semaines. Je les ai vus, les plus grands, je les ai vus tous. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça à Genève, vous devez faire une campagne politique pendant des années. Seulement d'associations de migrants, il y en a 300 à Genève, plus de nations. Hein. Donc, de nouveau, une difficulté de créer des liens entre politique, économie et société. Et le dernier, évidemment, la plus importante histoire, c'est la mobilité. Si vous changez de job, de place, de lieu d'habitation, chaque 5 années, et le rythme est plus grand pour la majorité des gens. Hein. Donc là, il y a les enseignants dedans qui font une carrière de 40 ans dans ces 5 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous faites si vous arrivez dans un nouveau lieu? Vous arrivez à Genève. À Genève, il y a combien? 5000 personnes par mois qui entrent et qui sortent. 60 000 personnes par année qui entrent et qui partent, qui entrent et qui partent. Alors, multiplié par 5, vous avez 300 000 personnes qui sont entrées et parties dans 5 ans. C'est énorme. Alors, les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'informent où c'est le club de sport, où se trouve l'église, ton église. Est-ce qu'ils s'informent sur les associations du bénévolat qu'il y a? Non. Ils s'activent un peu dans le voisinage, bénévolat informel, mais s'il y a quelque chose qui demande un engagement de plus de 3 mois, ils arrêtent. Hein. Écoute, je ne sais pas si je suis encore là dans une année, je sais pas. L'investissement bénévole ou l'identification avec le lieu dans lequel j'habite, eh bien, est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Parce que tu es en permanence sous le risque de mobilité ou sur la mobilité elle-même. Donc, l'État social, comme on le connaît aujourd'hui, s'il se construit sur l'idée qu'il a besoin d'une société honnête, il doit arrêter parce que la société en soi n'a même pas le temps de se poser la question d'honnêteté. On est tous dans nos affaires, dans notre individualisation et notre petit film, notre petit jeu dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que je me dis que ce modèle d'État social, quelque part, qui commence à dire « toi tu es honnête, toi tu l'es pas, toi tu l'es, toi tu l'es », mais il n'est quelque part pas le juste État social. Il doit commencer à réfléchir plutôt en termes « sauvons le meuble, faisons pas mourir des gens, et puis le reste, on va voir. Hein. » On peut refaire tout le procès de la société et niveler les choses par en haut, pas par l'État social. Parce que si le capital était parfait, toute la société capitaliste, il n'y aurait pas besoin d'un État social. Et puis tout ce qui en découle, placé pour avoir tout vécu et tout vu. Je vous laisse à cette réflexion, mais je crois que Serge... Alors, quel est le regard du sociologue, selon ses analyses, en termes de violence urbaine ou bien de phénomène de hooliganisme? Parce que moi, j'ai en tête un stade de football où il y avait 30 ou 40 000 personnes, peut-être pas autant à Genève, et il y avait un Securitas qui tenait une ficelle et tout le monde était derrière, absolument sage. Ça, c'est les années 50, c'est les années 60. Tout à coup, on arrive dans des situations de violence urbaine, de déchaînement de violence. Est-ce qu'il y a un lien avec cette évolution de société? Oui, évidemment, il y a des liens très forts et je dirais qu'ils sont tous plus ou moins liés au même phénomène qui est celui d'une société où la souffrance s'est généralisée. Donc imaginez-vous maintenant cette description de société que vous pouvez partager ou non, mais mettons que vous la partagez, où les gens sont tous déstabilisés dans leur
perspective de vie, dans leur perspective de travail, perspective de famille, perspective d'amour. Il n'y a plus ou moins rien qui tient la route. Hein. Nous, on a depuis les années 70, 77, on a commencé à faire en Allemagne des enquêtes sur les jeunes. Et il y avait toujours la question, la perspective du futur, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Et les années de futur qu'ils programment en avant, en fait, c'était ça la question. Eh bien, on était dans les années 70, chez les jeunes, dans une planification de 30 ans. Je vais avoir un job, je vais faire une famille, avoir des enfants, une petite maison un jour. Vraiment le rêve. Aujourd'hui, la perspective de futur est de 2 ans en Allemagne. Je vais étudier, puis on va voir. Donc, cette réduction de l'horizon. Alors, ce sont les jeunes qui sont les plus adaptés. Hein. Ce sont eux qui vont survivre, qui vont nous gouverner. Hein. Ils sont forts, ces jeunes d'aujourd'hui. Il faut le dire et il faut le souligner 1000 fois parce que je les côtoie tous les jours. Je me demande souvent comment ils arrivent dans cette situation où tu n'as rien prévu dans ta vie à quand même agir, à faire et à briguer. Ce sont des débrouillards fantastiques, nos jeunes. Ceci dit, le manager sait exactement s'il arrive à faire son job, il peut le tenir 3, 4 ans peut-être. S'il n'arrive pas à le faire bien, 6 mois. On le licencie tout de suite. Le footballeur, le banquier, il n'y a plus de poste quelque part où tu as une sécurité. Ça amène dans notre société des imaginaires sur ce qui peut t'arriver et qui peut-être ne t'arrivera jamais, mais des imaginaires de risque et de souffrance quelque part. La peur, augmentation des cas psychiques, des gens qui ont des problèmes psychiques, ça c'est exponentiel. Hein. Depuis 30 ans exponentiel. Ça a commencé dans les années 80, on disait bof, c'est pas si grave. Aujourd'hui, c'est le motif majeur de l'AIA, c'est le problème psychique. Des gens qui deviennent fous dans cette situation. Ça crée de la souffrance. Hein. Les managers, qu'est-ce qu'ils font quand ils souffrent? Ils vont dans les beauty farms. Hein. Dans le week-end prolongé, beauty farm, ils se font mettre en ordre, massage, thérapie. Les plus pauvres, ils vont faire un thalasso et les encore plus pauvres vont chez les prostituées. Hein. Donc chacun est quelque part en recherche de thérapie dans cette société. Il y a une explosion du secteur thérapeutique. Donc si vous avez un enfant, dites-lui de faire des jobs dans le secteur thérapeutique. Là, il aura beaucoup à faire dans les prochaines années de toute manière. Cette société, donc, clinique quelque part, c'est de Goljak qui l'appelle clinique, cette société malade, souffrant, évidemment, crée des dynamiques chez les gens qui sont très différenciées. La dynamique plus importante, évidemment, la dynamique plus importante est de « je veux m'en sortir ». C'est la lutte pour s'en sortir. Majorité de moments de cette lutte pour s'en sortir, des réactions est qu'on devient innovant, qu'on devient, voilà, les jeunes qui ont appris à se débrouiller, c'est très fort. Mais souvent, ce passage à une rationalité, souffrance et rationalité, et vous avez vécu ça dans votre vie, certainement aussi, c'est la rage. Pour réagir, il faut quelque part s'énerver. Si vous êtes toujours devant la télévision, chômeur, etc., dites, ok, je devrais quand même bouger un tout petit peu, mais j'en ai chaud, il y a le placeur qui vient, vous dites, mais arrêtez d'être devant la télévision, vous êtes vraiment nul, vous faites rien pour vous en sortir. Première réaction est, qu'est-ce qu'il se permet, ce gars, de me dire comment je dois vivre? Réaction de rage. Et ce qui est intéressant, ces réactions de rage peuvent, s'ils sont partagés avec des autres, devenir des rationalisations, des actions qui vont au futur. Mais peuvent aussi, évidemment, et là c'est les situations des jeunes, souvent dans les villes, des jeunes dans les stades, peuvent aussi se transformer dans une situation de stabilisation. Toutes les études sur les hooligans qu'on a montrent que c'est une phase très courte dans la vie, cette phase de rage. Et c'est normalement, typiquement caractérisé par une vision très problématique du futur, de ce qui m'arrivera demain, une espèce de vivre dans le moment, dans un système que de toute manière ne te fait rien, ne te fait pas vivre, ne te donne pas des chances d'ascension sociale, et donc des réactions de type de rage. Ils sont typiquement présents, moins de liens sociaux il y a. Donc, la transformation en rationalité, en action, a des difficultés à se faire. L'exemple, c'était les émeutes à Paris. Il y a écrit beaucoup de conneries en France sur ça. Je te dis, c'était rigolé, la sociologie urbaine, pendant quelques fois. Qu'est-ce qui est intéressant? Le quartier où il y avait la mosquée, on va voter sur les minarets, non? C'est intéressant comme exemple. Le quartier où il y avait la mosquée, où il y avait beaucoup de jeunes sans travail,
eh bien, dans ces quartiers-là, il n'y avait pas d'émeutes. Intéressant. Parce qu'ils s'occupaient des jeunes qui étaient en difficulté. Les liens sociaux se construisaient dans la communauté. Les émeutes ont eu lieu dans les quartiers mixtes, dans les quartiers où il y avait les gens qui étaient envieux des autres, les gens qui avaient eu des chances dans leur vie, ceux qui n'ont pas eu dans leur vie, ceux qui se sont transformés leur souffrance en rage violent. C'est là où ça a eu lieu. Et tous les cas que vous pouvez analyser vont un peu dans cette direction. À Athènes, l'année dernière, c'est un quartier plutôt chic où ça a eu lieu, ces émeutes. Okay, il y avait les étudiants, c'était l'université qui était là, mais c'est un quartier. Okay, ils ont brûlé la moitié du quartier. J'étais allé voir en avril, j'ai fait un parcours là-dedans, mais ce n'était pas un quartier où il y avait les pauvres entre eux, parce qu'eux, ils se créent du lien social, eux, ils survivent entre eux. Donc c'est ça une explication un peu simpliste, il faut regarder les cas chaque fois, mais c'est une explication pourquoi il y a ces violences qui sortent chez nous. Pourquoi il y a le type qui devient fou et va avec son fusil dans une classe, ou encore pire, dans la banque et il tue des collègues parce qu'il a perdu son job. Hein. Ça, c'est cette violence totale. La violence se tourne, et ça, c'est plus dramatique, malheureusement, souvent aussi contre la personne elle-même. Donc, si tu es souffrant, tu peux te transformer en rage, etc., la sortir. Moi, je trouve ça sain. Parce que si j'ai une émeute, c'est sain. Je peux faire quelque chose, quel est ces problèmes, parler aux gens, faire quelque chose. Mais souvent, ça devient effectivement des actes d'autodestruction. Donc, taux de suicide anomique, je dirais, Durkheim aujourd'hui, c'est intéressant, qui est en augmentation aussi, malheureusement. Oui. Je voulais reposer une question, vous avez presque donné la réponse. Vous avez dit qu'on était passé de la lutte des classes, à la lutte des places, avec la notion de destin différencié, que je comprends très bien. Mais vous ne pensez pas qu'on est toujours à l'époque de la lutte des classes, simplement qu'on serait plutôt à une époque, je dirais, de néo-marxisme, puisque de toute façon, Marx était la lutte entre les propriétaires et puis les ouvriers. Bon, aujourd'hui, c'est la lutte entre les possédants et les possédés, de manière globale, je dirais. Le possédant, c'est celui qui est au-dessus d'un curseur de bien-être social, et puis le possédé, c'est celui qui est en dessous de ce fameux curseur. Alors, c'est un niveau de salaire, c'est un niveau de propriété, de machin, etc. Voilà. Et puis, ce que vous avez dit, le destin différencié, il se différencie pendant un certain temps, et puis il peut revenir en arrière. Donc, c'est très circonstanciel et circonstancié, ce qui fait que la lutte des classes est toujours d'actualité entre deux classes, et qu'aujourd'hui, il y a 80% des gens dans le monde qui sont possédés, contre peut-être 20% de possédants. Donc l'international socialiste est toujours d'actualité. Merci. Bah, si on est simplement observateur de ce monde, je peux vous dire, oui, évidemment, il y a toujours un problème grave de redistribution dans ce monde, et donc il faudrait lutter. Mais contre qui? En fait, le problème est le suivant. J'ai plus l'ennemi. Si je vous demande qui est le patron de l'UBS, qu'est-ce que vous me répondez? Oui, vous avez 20% des Suisses qui sont actionnaires à l'UBS, qui sont ouvriers. Mais sont-ils possédés, dépossédés? Très, très difficile à voir. Même chose pour Swisscom. Les actions de Swisscom, c'est un truc populaire. Les propriétaires, dans le sens strict, ont été socialisés dans la grande partie du monde. Bizarrement, Marx est presque arrivé à son but avec une perte d'une visibilité du patron. Et du coup, pour moi, par exemple, faire quelque chose à Genève, non, c'est quoi la MCG qui veut que les frontalières, voilà, on diminue ces histoires des frontalières, c'est énorme. Mais ok, c'est à qui que je demande ça? C'est qui emploie les frontaliers? C'est qui gouverne les frontaliers? Ce sont des lois internationaux, c'est un accord avec l'Europe. Genève est là, ils disent, oh, ouais, ok, tu peux aussi pas aimer les frontaliers, mais on ne peut rien faire. On est quelque part dans une société ouverte, tout ça, c'est la normalité que les gens passent les frontières et cherchent. Donc, de nouveau, une situation où l'État-nation, avec les possédants qui nous gouvernaient, donc vraiment ce bras prolongé de Marx, car on n'a plus cette personne qui peut nous stresser. Donc, du coup, ça serait intéressant de regarder, et je fais ça dans une recherche et une autre que j'aimerais bien commencer,
ce serait intéressant de regarder comment se mobilisent aujourd'hui les gens, quelles sont les manières de se mobiliser. Et on a deux grandes intéressantes tendances. D'un côté, les mouvements de reconnaissance. Donc les gens qui disent « personne ne reconnaît ma différence, donc je vais faire de la politique pour qu'on reconnaisse ma différence ». Le Pax à Genève, par exemple, le mouvement troisième vague de féminisme, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a encore comme intéressant d'histoire, les toxicos qui ont à Copenhague, par exemple, un syndicat des toxicodépendants, ça existe en Europe, qui luttent pour la reconnaissance de leur identité de consommateur de drogue illégale. Ça, c'est une tendance. Et de l'autre côté, on a, je n'avais pas approfondi, ces nouveaux acteurs qui regardent d'une manière morale l'économie, et ce sont les consommateurs. Donc des groupes comme Greenpeace font du travail correspondant à ce qui était l'ancienne lutte de classe, de rééquilibrage des fonctionnements de l'économie. Et s'il y a aussi un espace public aussi moralisant aujourd'hui à l'égard des banques, ça ne vient pas des syndicats, c'était un petit groupe qui disait oui, c'est pas bien du tout ce qui se passe là, mais ça venait de la population de consommateurs qui avait son argent qui valait plus rien, son action UBS qui valait plus rien, etc., ses impôts qui allaient là-bas. Et donc je pense qu'on est en train de transformer un peu notre lieu de combat, où la politique est peut-être plus l'acteur principal, mais c'est un peu le médiateur entre ce que l'économie fait et ce que la population veut que se fasse dans cette société. Est-ce que c'est l'international socialiste? Je dirais l'international de Greenpeace ou l'international des mouvements de consommateurs qui est probablement le demain de la moralisation de notre société, du défi moral, si vous voulez. Je peux vous poser encore une question? Oui. Vous avez mentionné l'américanisation de l'Europe. Alors, on sait grosso modo qu'on observe que ce qui se passe en Amérique, souvent ça arrive ici avec à peu près 10 ans de retard, enfin 10 ans de délai. Alors, m'est venue cette question, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis depuis qu'Obama est président est significatif? Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose de profond qui est en train de changer aux États-Unis? Vous savez, Obama qui essaye de faire en sorte que l'État social prenne plus d'importance qu'avant. C'est-à-dire qu'il combat un petit peu l'individualisme qui est la caractéristique centrale du système américain. Alors, quelle est votre impression, vous qui observez les choses de haut? L'État social américain, c'était un État social classiquement libéral. Hein. Donc l'idée était les gens doivent se débrouiller, ce n'est pas à l'État de s'occuper des gens. Puis il y a eu des adaptations dans le domaine de la santé, notamment, avec des assurances de type universel pour les plus pauvres. Donc ça existe déjà aux États-Unis, le programme Medicare par exemple. Et Obama, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut simplement que ces gens qui ont suffisamment d'argent, hein, donc ce pas les pauvres. Les pauvres, ils sont couverts mal, mais ils sont couverts aux États-Unis. On meurt en plein motif aux États-Unis parce qu'on est paumé dans la nature, mais en principe, il y a une couverture de base du point de vue de la santé pour les gens. C'est mieux qu'ils n'aient pas des maladies graves. Donc, alors, ce qu'il veut, ce sont les gens qui ont un peu plus de salaire, qui gagnent leur vie et que du coup sortent de ces programmes de soutien, puissent avoir une assurance. Alors, c'est comme la classe moyenne basse, si on peut parler en Suisse, ce serait les salaires de 3 000 francs, 3 500 francs, qui ne payent pas l'assurance maladie parce que ça coûterait trop de mettre en crise tout le ménage, tout l'argent qui est à disposition, que lui, il aimerait qu'il s'assure. Et pour ça, ce serait l'introduction de systèmes assurantiels, donc comme celui suisse, avec des caisses, c'est ça l'idée, quelque part, ce n'est pas une universalisation, ce n'est pas le système italien ou danois qu'il veut introduire, un système d'assurance maladie. Et là, du coup, l'assurance maladie signifie quoi? Et vous connaissez ça de la Suisse, que l'État la peut subventionner, du coup. Et c'est ça le coût important contre lequel on combatte. Alors ça, c'est le modèle de Obama. Alors la question maintenant, on a ça en Europe, ok. Ça va, on ne doit pas montrer ceci, donc ce n'est pas ça le passage de l'américanisation. Ce qui est américain dans la proposition d'Obama est que ça reste un panier de services,
nettement plus basse qu'ils s'imaginent de celui qu'on a en Suisse dans le panier de l'assurance maladie dans laquelle on vit. Donc l'idée est couvrir les gens pour qu'ils ne soient pas dans une situation dramatique s'il leur arrive un pépin de santé. Et ça reste dans la logique libérale, quelque part. Ce n'est pas un socialiste, Obama. On ne doit pas s'imaginer ça. C'est un vrai libéral, un vrai libéral, dans le sens que il veut une société ouverte. Il lutte contre les discriminations et il ne veut pas que les gens meurent. C'est ça que Adam Smith avait écrit dans son livre The Wealth of Nations et surtout dans la philosophie morale qu'il avait faite. Pour qu'une société puisse être vraiment ouverte, libérale, concurrentielle, il faut un fondement de base de sympathie, comme il appelait ça, c'est-à-dire de confiance, de liens sociaux dans une société. Et puis on peut faire ça. Et lui, il veut ça. Sortons de cette guerre à l'intérieur du pays par un certain nombre de services, mais ça, c'est comme porter à terme le projet libéral, mais ce n'est pas un autre État social. Alors, qu'est-ce que ça va faire avec l'Europe? C'est exactement ce qu'on est en train de faire en Europe. C'est-à-dire, on est en train de diminuer les prestations pour ceux qui vont bien, en train d'augmenter ces situations de gravité, de soutien des situations de relative gravité dans ce pays. Et ça, on vient de notre coin. Aux États-Unis, on ajoute ici, on diminue, mais on va dans une situation assez similaire. Ça, je suis d'accord avec vous. Une dernière question. Excusez-moi, professeur, d'abord, je voulais vous remercier beaucoup. C'était vraiment, je trouve, une conférence remarquable. Je voulais revenir au social et suite à la question ou la remarque de monsieur tout à l'heure concernant d'éventuels tricheurs, je voulais aller dans l'autre sens. Et je voudrais faire une petite publicité pour une campagne de l'État de Genève qui s'appelle le SEMO, le semestre de motivation, sous l'égide de l'OSIO, que vous connaissez certainement très bien. Et moi, j'ai la fierté d'être mentor au SEMO d'un jeune qui m'a été confié il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Bon. Vous avez parlé de l'abandon des jeunes et vous avez raison. Il faut savoir qu'il y en a énormément, pour diverses raisons, personnelles, familiales, que sais-je, qui tombent à travers tous les filets de sécurité et qui sont censés être motivés par le SEMO, qui, à mon avis, fait un excellent travail. Mais je voulais simplement demander, est-ce qu'il y a un contrôle de qualité sur les organismes qui subventionnent les gens qui tombent à travers les filets de sécurité? Alors, je suis un naturalisé moi-même d'origine britannique, et donc mon système britannique faisait que j'entrais malade dans un hôpital, on me soignait même mal, mais je sortais, je ne payais rien. Ici, c'est différent. Je sais, maintenant je connais assez bien le système et je ne voudrais surtout pas critiquer l'Hospice Général. Mais, et je viens à mes mais, ce jeune a eu un parcours de cauchemar, où j'ai eu un cauchemar avec lui pour essayer de le réinsérer. On est tombé sur une assistante sociale que moi j'ai appelée carrément une démotivatrice sociale. On est tombé à l'Office de la formation professionnelle. On nous a sorti tous les textes possibles pour ne pas lui octroyer une allocation d'études alors qu'il venait d'avoir un apprentissage. Alors, si on veut démotiver les jeunes, et monsieur là-bas au fond a parlé de violence sociale, si mon jeune un jour casse quelque chose, je le comprendrai très bien. Ce n'est pas le genre à casser. Et je le respecte beaucoup pour ça. Mais je pose quand même un problème. Est-ce que les gens qui sont engagés par l'État pour subventionner, non, pour aider, je parle surtout des jeunes, hein, je ne connais pas les autres, est-ce qu'ils sont responsables de leurs actes? Parce que moi, je peux vous dire que dans notre cas, c'était dangereusement pas le cas, carrément. Merci. Bah, c'est tout d'abord, évidemment, il y a les bons et les mauvais aussi à l'État. Okay. Pour une petite défense, néanmoins, on a travaillé sur ces questions plus. Donc, j'ai toute une série d'ailleurs de recherches qui ont été faites sur la relation entre des gens qui sont dans le travail social ou des gens qui sont dans des situations de placement et
Et les clients, le dernier du jeu était sur un nouveau service qui aurait dû faire un encadrement multidisciplinaire, etc., etc. Des gens qui sortent de l'assurance chômage et qui sont en train d'être, ou doivent prendre une décision si on les met dans un programme d'insertion avec un job subventionné, l'ARE, vous connaissez ça peut-être à Genève, ou suivant l'aide sociale. Et mon assistante était dans les entretiens qu'il menait effectivement entre ces gens et ces assistés. Il y a eu des scènes fantastiquement horribles qu'elle m'a rapportées, notamment quelqu'un qui sort son CV de son sac, il est un peu froissonné, et lui il le prend, il le casse, il le jette par terre avec le CV comme ça, je ne peux rien faire, sortez. Hein. Donc des actes de humiliation extrêmement importants. Alors la question évidemment que nous on doit se poser, c'est est-ce qu'on a tous des sadiques qui travaillent dans ces situations? Et la réponse est probablement non. Ils sont eux-mêmes dans des situations extrêmement délicates, dans le sens qu'ils ont une pression à résoudre des problèmes qui quelquefois sont géants. Dans ce cas-là, pas ça aurait été un truc d'un côté, et des possibilités très limitées. Ils se trouvent dans un clinch total. Ça leur fait mal, et ils souffrent, ces gens, la majorité de ces gens. Alors comment résolvent-ils les problèmes? Donc nous, on avait vraiment deux figures qui étaient les deux problématiques. On avait le sadique, quelque part, il dit, je me désengage, je ne veux plus voir qui sont ces gens-là qui viennent chez moi, aucune empathie. Comme ça, moi, je me défends, je peux réussir à dormir, non? C'est le gardien du camp de nazis, non, qui a cette attitude, je ne veux rien savoir, je ne veux rien voir, je veux simplement pouvoir dormir. Et l'autre, le complice, qui est presque pire encore, parce qu'il vous dit, tu veux boire un thé, comment tu vas, et tout ça, et puis la personne est là, mais aidez-moi. Et le type te dit, mais on est des amis, on va voir, on va trouver, etc., etc. Donc c'est complicité qui se crée ou qui veut créer pour être quelque part pardonné pour son incapacité à trouver une solution pour une situation précise. C'est très difficile les placements. Au RMCAS, on devait faire la contre-prestation. Il y a toujours cette fameuse évaluation de Dominique Felder qui est toujours cachée, toute la République l'a dans les mains, mais auquel il n'a jamais été publié, où elle montre qu'une contre-prestation, c'était se réveiller le matin à 7 heures. Hein? Donc, ils ne savaient pas quoi leur faire. Les associations caritatives ne les voulaient pas parce qu'ils disaient on veut des bénévoles engagés, motivés, on ne veut pas ces gens qui veulent un job et ils ne veulent pas faire du bénévolat, c'est une autre chose. Non? Et donc il y avait des trucs, faire une cure de désintoxication, c'était la contre-prestation. Mais les législateurs, ils voulaient qu'ils travaillent ces gens, qu'ils fassent une activité sociale quelque part. Donc il y a souvent ces situations de clinch dans lesquelles on se retrouve dans ces positions. Beaucoup de placeurs, quand il y a une petite augmentation de chômage, ils s'inscrivent en maladie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le chômage, il place personne. Un taux de réussite de quelques pourcents. Donc si vous voulez trouver un job, n'allez pas chez le placeur. Allez-y parce que vous avez besoin de votre signature, de votre histoire. Mais si vous voulez trouver un job, augmentez votre réseau de connaissances, allez voir les gens qui vous aiment, parlez, faites des emailing à vos amis. C'est ça comme ça qu'on trouve des jobs. C'est un peu radicalisé. OK. J'ai vu les formations qu'ils font, ces gens aussi à l'état au chômage, à l'invalidité, à l'hospice. Les formations qu'ils font, c'est systématiquement comment dénicher un malhonnête. Ils sont spécialistes dans le dénichement de malhonnêteté. Il y a un préjugé qui s'est installé dans ces cas. Dans le privé, c'est tout à fait différent. Dans le bénévolat que vous avez, dans l'aide aux personnes, là, se font des choses fantastiques. Même à Genève, où se fait relativement peu, mais se font des choses fantastiques. Je voulais effectivement vous remercier de votre conférence parce que c'est extrêmement intéressant, mais je trouve quand même que c'est un peu angoissant de vous écouter. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise. Maintenant, par rapport à la flexibilité, vous avez dit très clairement qu'il y a beaucoup de gens qui se débrouillent très bien dans la flexibilité, mais il y en a d'autres. La flexibilité, c'est aussi un moyen de faire pression sur les gens et de réduire leur sécurité, mais à tout niveau. Et puis, comme on sait qu'actuellement, les migrations vont augmenter, c'est-à-dire parce que le monde occidental va attirer toutes les personnes qui, dans leur propre pays, n'arrivent pas à trouver un job. Donc, ils arrivent ici et eux, c'est peut-être les plus déstabilisés de tous et c'est peut-être les plus flexibles de tous puisqu'ils risquent à chaque moment, en plus, d'être jetés dehors.
Alors, comment on va être la société de demain? Est-ce que ce sera encore plus à 2 vitesses? Qu'est-ce que vous voyez comme perspective un petit peu encourageante? C'est une conclusion optimiste qu'on vous demande. Hein. Dans la société à 1000 vitesses aujourd'hui. Ça, c'est le problème. Si j'avais seulement 2 vitesses, je pourrais faire quelque chose pour la 2e vitesse. Mais là, j'ai plein de vitesses différenciées qui se mettent en place dans cette société qui rend l'agir si compliqué. Et du coup, l'État, là, a des difficultés à le faire, à trouver des choses. Voilà. La réponse optimiste. Moi, je pense que la tradition de l'État social continental, comme on l'a vécu, comme on l'a construit en Europe, c'est comme une espèce de sauvegarde qu'il n'y a pas la barbarie demain, qu'on trouvera cette transformation que je vois arriver au niveau de l'Union européenne vers une société plus ouverte. Nous, en Europe, on a une société, en continent, je fais vraiment la distinction, c'est très important de ce qui se passe dans notre continent, et en Angleterre, par exemple, ou dans les pays scandinaves, c'est une société bloquée, mais très similaire en Scandinavie, très ouverte, Angleterre et les États-Unis, néanmoins. Et en Europe, c'est une société dans laquelle chacun est toujours dans sa même situation. Donc, si vous êtes dans une situation de difficulté, on vous dit, OK, on vous laisse dans la situation de difficulté, mais vous survivez. Si vous avez un salaire de 3 000 francs par mois, vous êtes au chômage, vous recevez 80% des 3 000 francs. Si vous avez 10 000 francs, vous recevez 80% des 10 000 francs pendant une année, puis c'est 70%. C'est-à-dire, tout est organisé pour que vous restez dans votre position sociale. Ce qui crée une société très fermée. Les passages sont difficiles. Il y a des marchés complètement ségrégés où vous trouvez que des Kosovars, que des Portugais, que des Anglais, si je pense au management des banques. Alors, il y a vraiment des secteurs très fermés. Alors, mon imaginaire est aujourd'hui le suivant pour le futur, que ce que les gens sont en train de penser en Europe, ce qu'en Suisse on discute, des lois antidiscrimination, ouverture de l'école, des écoles plus ouvertes vers l'ascension sociale, est quelque chose qui pourrait donner des chances à des gens qui sont autrement bloqués dans leur situation difficile. Moi, je suis dans ce sens optimiste que ça va dans cette direction. Simplement que, pour l'instant, le regard des gens qui travaillent sur les politiques sociales est à l'intérieur du système. Et ce qu'ils devraient faire, c'est de regarder un peu ce qu'ils sont en train de faire, de devenir un peu plus observateurs. C'est pour ça aussi qu'on fait des cours au certificat de politique sociale de l'Université de Genève pour des gens qui sont dans ce secteur, pour leur apprendre ces regards un peu de l'extérieur sur les affaires qu'ils sont en train de faire. Mais on va dans cette direction. Merci beaucoup. Et merci aussi pour les bonnes questions qui ont enrichi le débat.